Merci beaucoup. Bonjour et bon matin à tout le monde. Ça dépend de d'où vous venez. Donc oui, c'est vrai, je suis professeure de littérature comparée et aussi écrivaine. Aujourd'hui, je vais vous parler en tant que philosophe. Parce que donc hier, j'ai entendu un propos, pas plusieurs propos très intéressants, mais dans l'un de ces propos, votre collègue ou notre collègue Déborah Nouri parlait d'un concept très intéressant, l'interalité, là où elle essayait de mettre en place ou de toute façon d'imaginer des relations à travers les crevasses, à travers l'espionnage, à travers les vides. Et longtemps dans l'histoire de la pensée occidentale, et non seulement, donc, il y avait toujours l'humain au centre de cette démarche, dont l'humanisme a eu un grand rôle dans cette démarche de penser le monde. Donc, toujours l'humain au centre de tout, et par sa pensée, par son langage, par son autonomie, par son manque de vulnérabilité. Donc, cogito ergo sum. Par la suite, de nos jours, il y a le tournant non humain. Donc, on met beaucoup d'accent sur cette vulnérabilité de l'humain à l'intérieur d'une structure il ne peut pas du tout contrôler. Et moi, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, et j'espère de pouvoir vous convaincre même s'il s'agit de 20 minutes de présentation. Donc, dans cette relation entre les deux choses, si on peut dire, entre les deux, il y a toujours des crevasses, il y a toujours des. Et à partir de ces échecs, j'essaie d'imaginer cette relation entre les deux. Et bien sûr, je vais mentionner les deux livres sur lesquels je vais fonder mon propos. Et à la fin, bien sûr, on aura une session de questions. Donc, le titre de ma présentation est La vie créative de l'instant. Quel rôle pour l'humain à l'intérieur du tournant non humain? Et comme j'ai déjà mentionné, je vais présenter brièvement donc ce contexte humaniste après le passage vers le tournant non humain et les crevasses entre les deux. Donc la tradition classique de la philosophie parle de l'humanisme comme étant le couronnement de la réflexion sur l'humain qui se trouve au centre de la création. Heidegger considérait déjà l'homme comme formateur du monde, l'animal comme pauvre en monde et la plante comme manquant de monde, Weltarm. Bien sûr, dans ce paradigme, la formation du monde passe par la pensée, par le langage, central au projet humaniste. Mais la formation du monde passe également par la volonté prométhéique de le changer, de l'artificialiser, de le transformer à son image. Donc, inévitablement, un processus violent. Toute la pensée de la fin du 19e et du début du 20e siècle témoigne de la crise de cet imaginaire, où l'on comprenait clairement que la fondation commençait à chanceler. Par conséquent, le surhomme de Nietzsche apparut comme symptôme d'une volonté de trouver de nouvelles voies pour un être damné. Les grandes révolutions, et je les mets ensemble, politiques et artistiques du début du XXe siècle vont main en main. Donc, je suis les propos d'Alain Badiou, toutes les deux étant ancrées dans le désir de reformuler la substance humaine en profondeur. Ensuite, l'éthique éminemment humaine est bouleversée par le paradigme de l'absurde de la liberté sans issue, d'un homme guidé par la virulence de sa propre liberté. Où nous trouvons-nous aujourd'hui? Dans le début du XXIe siècle, s'est vu en revanche confronté à des problématiques extrêmement concrètes où l'enjeu éthique est revenu dans le débat. Nous sommes placés face à des crises factuelles. La Terre, décrite comme Gaïa, s'est retournée contre l'homme sous forme de figure de la vengeance, donc Médéa dans la mythologie grecque. Dans la crise environnementale, les bouleversements de population ont fait émerger les discours extrémistes, la guerre et le populisme. Les biotechnologies ont soulevé des problèmes insolubles quant aux limites de la vie et de la mort, ainsi qu'à la neurodiversité. Les prothèses et les algorithmes bouleversent l'intelligence naturelle. Afin de discuter le nouveau paradigme dans lequel j'aimerais placer ma présentation, je partirai du texte écrit par Brian Massumi, The Superhuman Animal, donc si vous voulez le montrer maintenant, du volume The Non-Human Turn, qui pourrait constituer une porte d'entrée pour un espace de réflexion transdisciplinaire où les sciences naturelles se mêlent avec la méditation philosophique. Puisque Massumi invoque des biologistes comme Darwin, Tinbergen, Rie, mais aussi des philosophes comme Bergson, Whitehead, Deleuze, Guattari, William James et Simondon. Donc, si vous pouvez le montrer, si c'est possible, sinon je vais le faire à la fin. L'idée centrale du texte est celle d'élargir notre compréhension de l'instant et donc de ce qui est non humain dans la direction
merci, dans la direction d'un vecteur structurant qui précède nos agencements humains et qui se trouve au-delà de l'adaptation purement mécaniciste de Darwin. Donc, il essaye d'imaginer un autre paradigme qui place l'instant au-delà de cette adaptation purement mécaniciste darwinienne. Si l'auteur a raison, toute la théorie dichotomique qui oppose l'intellect à la matière inanimée et à l'instant est redéfinie dans la direction de la spontanéité, d'un pouvoir immanent d'invention supernormale, d'une propulsion affective, du désir, comme principe immanent de sélection. La fille créative de l'instant est un art vital, selon Ruyer. Le corps humain se trouve donc dans un continuum animal, non seulement du point de vue biologique de l'adaptation, mais plutôt du point de vue d'un instant supernormal. Et je cite Masumi dans ma traduction, c'est lorsque l'humain assume un nom d'animalité qu'il devient d'autant plus lui-même, brillamment ainsi. Puisque j'ai déjà mentionné Nietzsche, je dois dire qu'il fut le philosophe qui a actionné avec le pouvoir d'un hacker philosophique, un philosophe ayant inculqué la séduction de la philosophie comme virus. Son esprit retentit rarement à notre époque, comme l'esprit de quelques importants, je les appelle perturbateurs de la pensée, comme par exemple Pascal, Augustin, Sioran, Kierkegaard, Simone Weil, comme les noms un autre philosophe contemporain. Et c'est un livre que j'aimerais qu'on montre si possible. Donc, c'est un livre très récent, paru cette année, 2023, chez Routledge. Kostika Bradatsan, un philosophe d'origine roumaine, dans son livre In Praise of Failure. Donc, ce n'est pas celui-là, donc le deuxième livre. Ces grands unsettlers, comme ils les appellent, perturbateurs, nous proposent une expérience étrange de la pensée. Oui, c'est ça, dans laquelle nous pourrions à la rigueur imaginer notre inexistence, il l'appelle close to nothingness, presque rien, proximité du néant. George Carlin, un stand-up comedian, dans son sketch Save the Planet, nous dit, c'est ma traduction, quelle arrogance, sauver la planète. Mais la planète n'a pas besoin d'être sauvée. Elle est là depuis des millions d'années, tandis que nous, ça fait à peine des dizaines ou des centaines de milliards d'années que nous arpentons ces sentiers. Elle s'en est sortie pas mal sans nous et s'en sortira de même quand nous disparaîtrons. Fin de citation. Ce constat, le risque extrême de la disparition humaine, pris en calcul effectivement, et c'est le troisième qu'on montre, Center of the Study of the Existential Risk chez Cambridge et Future of Humanity Institute at Oxford, est un point de départ fondamental, donc c'est la troisième image, tant pour l'esprit critique du XXIe siècle que pour le tournant non humain qui imagine des pulsions créatrices qui dépassent l'intentionnalité et la conscience humaine. Toute la pensée humaniste a longtemps tourné autour de la conscience, de la volonté et de l'intentionnalité humaine. De ce nouveau point de vue, c'est nous qui sommes concernés par la destruction de la planète et non pas la planète qui va se régénérer certainement. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas saisir le deep time et pour nous les humains, chaque changement signifie chaos. Pourtant, nous ne pouvons pas nous empêcher de puiser dans le passé. En prenant soin du passé, nous prenons également soin de nous. Avant de traiter frontalement le problème de l'instant surabondant chez Masumi dans cette pulsion, ce vecteur d'évolution qui va au-delà de l'adaptation mécaniciste de Darwin, j'aimerais m'attarder sur l'expérience fondamentale, et ça je pense que c'est quelque chose d'essentiel, de l'échec, des ruines, des crevasses, comme notre collègue l'a appelé hier, qui pourrait devenir un renforcement pour l'action et pas une raison de nihilisme. Afin de pouvoir rencontrer les choses et les autres, nous devons absolument, dit Bradatsan dans son livre Praise of Failure, passer par le cercle de l'échec. Un projet prométhéique de la conquête du monde ne rencontrera jamais les choses telles qu'elles sont. L'expérience qui saisit l'insignifiance à l'intérieur des choses, des projets politiques, des relations avec les autres et de la mortalité humaine fait en sorte qu'un jour, on puisse rencontrer les choses. Iris Murdoch citait dans le livre l'affirme: The humble man, because he sees himself as nothing, can see other things as they are. L'humilité, parce qu'elle se voit comme rien, peut voir les autres choses telles qu'elles sont. Fin de citation. Au lieu de se déclarer comme une expérience nihiliste, cette expérience de l'insignifiance ontologique conduit vers un supplément d'action et surtout
vers une ouverture envers une dimension différente de la vie. Il faut donc passer par plusieurs ordres de la destruction afin que notre regard soit plus aigu. Premier cercle est celui de la destruction des objets qui se soustraient à notre contrôle. Il y a une certaine déchirure à chaque fois que nous témoignons de la destruction des choses. Ensuite, il y a nos interactions avec la cité, la police, la communauté, donc tous nos projets politiques, parce que nous ne pouvons pas vivre en l'absence de la communauté. Il s'agit d'une action la plupart du temps tolérable, parfois catastrophique, mais toujours révélatrice. Il est fort probable que nous ne sortions pas vivants, entre guillemets, des ruines, mais si nous sortons toujours avec un matériel plus raffiné. C'est ce qui prouve la valeur thérapeutique des catastrophes politiques où le poison est en égale mesure pharmacon. Les guerres destructrices, les épurations ethniques, les génocides nous prouvent la destructibilité inhérente à la nature humaine et aux actions qu'elle entreprend. Les échecs politiques sont intellectuellement humiliants et moralement handicapants parce qu'ils mettent en lumière l'animal politique déchaîné et le spectacle d'une humanité violente qui nous enseigne le savoir brutal de la récurrence de cette violence. Polemos, la destruction au cœur du devenir. Et je vous donne une citation très intéressante et très poignante, très puissante de ce livre. All humans are mortal, but the Hitlers and the Stalins of this world never truly die. They only change names. Je ne l'ai pas traduit. Nietzsche parlait de la conscience comme étant le stade non encore achevé de l'évolution biologique, pas encore adapté à la vie, et un danger pour l'humain. En renversant l'ordre de la réflexion, le tournant non humain intègre la conscience dans un ordre plus enveloppant, en n'oubliant pas que si l'humain est depuis un bout de temps sur la Terre, les vecteurs de l'évolution se sont développés en son absence, plus ou moins de façon intentionnelle. C'est la thèse assez étrange pour les adeptes de l'humanisme en tant que tel, de Brian Massumi. Morphogenesis is always consciousness. Donc, la morphogenèse est toujours conscience. Une affirmation étrange parce qu'elle donne à penser que le stéréotype adaptatif pourrait acquérir la beauté de l'esthétique. Donc, une intentionnalité claire et vectorielle. Il semble que l'instant dépasse son but de manière récurrente. Il recouvre une pulsion vers l'excès, donc dès le début, il dépasse sa fonction purement darwiniste adaptative. Il exprime une beauté différente qui n'est pas celle de l'utilité, mais d'une esthétique de la création tout à fait inattendue. Gilles Deleuze, donc je rentre maintenant dans un autre ordre de pensée, Félix Guattari, Raymond Ruyère, Étienne Souriau, auteurs mentionnés par Massumi, font le lien entre l'animal et la théorie de l'art. Bizarrement, dans le non-humain et la théorie de l'art. Bizarrement, la théorie darwiniste adaptative, consolidée uniquement par l'instant, est remplacée ou mieux complétée par le concept de devenir dans le sens de l'art, de l'émergence. L'artiste qui saisit l'émergence des choses, leur improbable plongée dans l'existence, saisit également leur devenir animal. Can this becoming, this emergence be called art? Si on fait l'équivalence entre le devenir non humain et l'art, il nous faut un autre terme qui devrait remplacer celui de l'instant, notamment l'expression. Comment font ce qui est humain et ce qui ne l'est pas, chacun à sa manière, pour participer à ce devenir expressif afin d'affirmer que la conscience et la vie forment un entier? Il faut donc, dans ce contexte, resignifier l'instant. Resignifier l'instant se déploie toujours dans la direction d'un dynamisme supernormal, comme l'appelle Massumi, une excrescence par rapport aux normes comportementales. Un super s'impose différente à la situation. Ce qui est extrêmement intéressant, qui est exprimé d'ailleurs par le philosophe de la science Raymond Ruyère, c'est qu'il y a un élément d'imprévisible dans l'instant qui n'a rien à voir avec la dimension extérieure des accidents, mais avec l'expérience intrinsèque de sa dynamique expérientielle, donc de sa spontanéité. Pour Deleuze et Guattari, tout autant que pour Ruyère et Bergson, il y a une dynamique générative de variation au-delà de l'accident, un principe positif de sélection générative de forme qui dépasse l'adaptation sélective aux conditions extérieures. Le point central de l'argument de Massumi insiste sur le fait que, au-delà de la pression sélective, l'instant oppose le pouvoir immanent d'une invention supernormale, ce qui veut dire, sur les traces de Bergson, que l'instant est plutôt joué que représenté. La nécessité aveugle de l'adaptation mécaniciste représente juste la moitié de la narration. Selon Ruyère, le comportement instinctif est caractérisé par une improvisation induite.
Deleuze et Guattari l'appellent évolution créative tout en faisant référence à l'évolution créative de Bergson. Donc, cette tendance vers le supernormal est un vecteur qui n'est pas seulement orienté, mais également porteuse d'une force qui n'est pas mécaniciste dans le sens pur du terme. Plutôt, cette supernormalité, comme l'appelle Massumi, est un attracteur qui attire le comportement dans sa direction, non pas dans la conformité et l'adaptation, mais dans la déformation, dans le surplus, sans une mesure commune. À l'échelle humaine, on pourrait appeler ceci la force du polémos, là où les paradigmes sont déchirés et les forces anthropiques se mettent en marche. La supernormalité est une force de propulsion affective. Ainsi compris, l'instance s'apparente plutôt à la causation d'un effet de l'antérieur qu'à une cause externe. L'instant répond à la contrainte extérieure par une auto-variation créative, tout en dépassant les limites de la mesure commune. Deleuze et Guattari ont un terme favori pour la force affective qui presse de manière déformationnelle, créative, au-delà de la mesure commune. Ils appellent ça le désir. Mirella l'appelait hier le besoin, donc quelque chose qui dépasse, mais je vais essayer dans ma conclusion, dans la conclusion de ma présentation, de le développer dans ces directions. Donc, le désir ainsi compris est l'autre principe immanent de sélection plus adéquatement employé que le principe d'adaptation mécanique. Le désir presse vers une tendance transformationnelle. Le désir est un vecteur sans objet particulier et il vectorise vers l'émergence du nouveau. La façon dont nous, en tant qu'humains, c'est ça, c'est la façon la plus bizarre, percevons cette émergence inquiétante du nouveau et par la mise en marche du polémos, donc parfois par cette perception de destruction, l'inattendu nous menace, le nouveau nous menace. Sans désir, la vie devient monstrueuse. Le désir est celui qui vectorise, qui donne ampleur, sans se devenir par la destruction dans la direction d'une more demanding rather than an easier life. Donc, on prend des risques, on fait des leaps of faith, des paris. Donc, les grands perturbateurs de la pensée que j'ai mentionnés au début de ma présentation sont ceux qui mettent en marche l'élément inquiétant de la pensée dans la direction de ce désir instigateur du nouveau. La vie créative de l'instant est donc un art vital. L'émergence en tant que telle est celle qui renvoie vers ce que chaque artiste envisage alors qu'il met en œuvre sa démarche esthétique, notamment cette émergence de l'énergie vitale qui a mille visages et qui reproduit l'acte créatif, la vie. La différence que je ferai par rapport à la théorie représentée ici par Deleuze et Guattari, par l'entremise de Massumi, est que je pense, alors que cet instant se réforme à l'échelle humaine, il est difficilement saisissable et donc, afin d'avoir accès à ces multiples formes vitales, un processus de destruction se met en marche, destruction de ce qui est ancien ou vieux et le passage vers l'inattendu du nouveau. Pour exprimer ceci brièvement, nous devons nous détacher du domaine du pouvoir, nous devons témoigner de la destruction des choses, nous devons investir nos énergies vitales afin de mettre en marche ce que j'ai appelé le devenir par destruction ou polémos, afin de choisir une vie accomplie plutôt qu'une vie facile. Et cela implique des interactions parfois catastrophiques avec les choses, les autres et la police. La cité. Je crains que cette énergie vitale et donc artistique de l'instant ne soit pas allouée sans le passage par l'échec. Et que par conséquent, la conjonction entre l'humain et le non-humain ne se joue pas sur les ondes d'une écoute réconciliante et harmonieuse, mais elle passe presque tout le temps par des clivages énormes. Et cela parce que l'équation temporelle qui se déploie est différente dans les deux cas. Le temps mortel et fini des humains fait en sorte qu'ils aient accès difficilement à ce que Deleuze et Guattari appellent la force de composition. Massumi se pose la question sur les traces de deux philosophes: Can this becoming, this emergence, this composition be called art? Dans cette appartenance commune, dans cette proximité entre l'art, le non-humain et le devenir, l'auteur affirme que what is animal or human in us is indistinct. Ce qui est animal ou humain en nous est indistinct. Et cette convergence est possible selon l'auteur parce que leur élément commun s'appelle art. Et à partir de là, l'homme a la même tendance vers la supernormalité que l'instant qui traverse la vie non humaine. Dans cette zone, et je me dirige rapidement vers la conclusion, donc j'ai juste une minute peut-être, dans cette zone d'indiscernabilité, ce qui est le plus paradoxal est le fait que plus nous approchons d'elle, plus nous gagnons en distinction. C'est lorsque l'humain, je cite Massumi, assume son excès d'animalité qu'il devient d'autant plus lui-même, brillamment ainsi, ma traduction. Alors, pour résumer, afin de contrecarrer le processus darwiniste d'adaptation mécaniciste, le vecteur qui remplace ou plus précisément complète la sélection évolutive représente l'instant.
qui est l'art par sa dimension du désir supernormal, une propulsion affective qui engendre la variation créative toujours au-delà de la mesure commune. Le désir est un principe immanent de sélection qui vectorise dans la direction du nouveau. C'est une improvisation qui est déformationnelle dans la direction des effets relationnels qui constituent le nouveau. Sauf que si je devais continuer ou compléter la démarche de Massumi, je crois que la porte d'accès à cette émergence de l'instant ne peut pas s'ouvrir à l'échelle humaine qu'alors que nous nous détachons de plusieurs processus de destruction et sommes capables d'appréhender le soi-disant ordre des choses en tant que tel. L'humain ne s'intègre pas facilement à sa vicinité avec le non-humain. Même si le même vecteur les anime, l'échelle est différente vu la brièveté de la vie humaine et l'axe temporel sur lequel elle se déploie. L'instinct vital, oui, comme superabondance, désire et vecteur créateur du nouveau, mais toujours en décalage, toujours en avancée du polémos, toujours au parage de la négation de l'instant, qui est la routine, la mécanisation, la culture, qui reproduit des formes contraignantes et le manque d'anticorps à tout ce qui singe la perfection et élude l'apparent chaos de l'instant. Merci beaucoup.